Bienvenue pour la formation flash du dispositif ICARE. Aujourd'hui, on va vous présenter les mesures de protection juridique, donc avec Madame Laure Bonin, qui est assistante sociale sur le poste urgence médicale, et le docteur Marc Bernard, que vous avez certainement vu si vous avez assisté à la formation flash sur alimentation et précarité, qui travaille au poste urgence médicale aussi, à Purpan. Voilà, donc vous êtes très nombreux en distanciel et on a une personne en présentiel. Merci de nous faire l'honneur de la présence malgré le temps et la pluie. Pour rappel, pour mettre à disposition aux adhérents le replay des formations, nous allons enregistrer la session de formation. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay, merci de couper vos caméras. Voilà, on démarre pour la formation flash mesures de protection juridique, pardon, qui aura lieu donc de maintenant jusqu'à 14 h. Hop, c'est parti. Nickel, si tout le monde nous entend. Donc, merci de votre présence ici physiquement ou derrière vos écrans pour cette formation, comme l'a dit Clémence, qui va porter sur les mesures de protection juridique. Donc, comme elle l'a dit aussi, moi j'étais là il y a à peu près un mois. Je suis le docteur Marc Bernard, je suis un des médecins du poste urgence médicale de Purpan. Et donc, je suis assisté de Laure Bonin, qui est notre assistante sociale du service. Et tous les deux, qui durait jusqu'à 14 h, rassurez-vous, on a fait quelque chose d'assez simple. Comme la dernière fois d'ailleurs, on s'est basé sur des cas cliniques de la vraie vie rencontrés au poste urgence médicale. Je vais commencer par vous présenter, alors je suis désolé pour ceux qui étaient là la dernière fois, mais c'est les trois mêmes diapos, la présentation du service. Si vous les avez déjà entendus il y a un mois, vous les connaissez, pour vous présenter un peu la toile de fond du service et pourquoi on est amené assez régulièrement à mettre en place des mesures de protection juridique. Et je laisserai après Laure vous parler plus du protocole et de la démarche à suivre pour ces mesures de protection. Et alors n'hésitez pas, je vous le dis, même si c'est moins facile, bien sûr, derrière votre écran, nous poser des questions. Il y en a certains peut-être qui sont habitués à ce genre de mesures de protection, qui veulent faire part de leur expérience. Donc, n'hésitez surtout pas à nous interrompre, à nous poser des questions. Encore une fois, la présentation en elle-même va durer 3/4 d'heure, pas plus. Donc, on a vraiment le temps et poser des questions au fur et à mesure. Il n'y a aucun souci pour nous. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Voilà, ça passe. Merci. Donc, le poste urgence médicale, un service de médecine d'hospitalisation complète, donc que vous connaissez déjà peut-être, qui a été créé en 2008 par le docteur Marie Coiffier, qui est toujours la responsable du service. Et ce service a été créé pour prendre des patients, et c'est toujours le cas, qui viennent exclusivement des services d'accueil d'urgence du CHU, que ce soit Purpan ou Rangueil, et c'est des patients qui ont des polypathologies, qui ne relèvent pas d'une spécialité. Dès la création de ce service, donc ça vient un peu des urgences, que l'on remercie d'ailleurs d'être ici avec nous, dès le début de la prise en charge des patients, on a voulu que la prise en charge sociale soit intégrée à la prise en charge médicale pour un peu préparer la sortie dès l'admission du patient. Et c'est pour ça que Laure, qui n'était pas là initialement en 2008, mais qui est là depuis déjà plusieurs années, est présente tous les jours physiquement au point avec nous pour discuter déjà du devenir des patients. Et vous verrez que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a pas mal de patients, et c'est ma diapo suivante, qui accèdent aux soins par l'intermédiaire des urgences, des patients qui sont en situation de précarité, qui sont très isolés, sont très isolés socialement et qui se retrouvent aux urgences sans forcément avoir de tissu, que ce soit social ou médical. Et donc, des patients aussi qui ont des pathologies psychiatriques chroniques, pas forcément décompensées, mais qui les rendent vulnérables et qui accèdent. Excusez-moi, le micro, il est coupé. Pardon, on ne vous entend plus. Merci. Oui. Non, il y a une dame qui a dit que ça a été coupé le micro. On ne vous entend plus. Il y a le micro de Madame Étienne qui est coupé. C'est toi qui as coupé Madame Étienne? Oui, remets-le. Je sais pas faire.
chercher Florian ou quelqu'un qui se connaît, non? Attends. On va m'engueuler. Il y a une qui fait couper. Votre micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez à nouveau? Oui, on l'entend là. Pas de réponse? Ouais, c'est bon? Oui. Si. Allez, on T'entends, continue. Donc, ouais, j'espère que vous m'avez entendu dès le début. Sinon, je peux repartir, mais non, je pense que c'était bon. Donc, le PUM, c'est une unité de médecine polyvalente et sociale. Donc, on a intégré au sein du PUM pour justifier la prise en charge de ces patients complexes. Donc, il y avait des durées moyennes de séjour qui étaient plus élevées, puisque vous voyez que sur l'année 2022, la durée moyenne de séjour de ces patients intégrés dans l'unité était de 20 jours. On a intégré dans cette unité 60 patients, donc c'est des stats que je vous avais déjà donnés lors de la dernière présentation, une moyenne d'âge assez élevée quand même de 67 ans. Et donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la moitié de ces patients ont été mis sous mesure de protection, quelle qu'elle soit, que ce soit curatelle ou tutelle. Donc, vous voyez que c'est quand même la moitié de ces patients qui ont justifié cette mesure. Pour dire ce qu'on est, il faut dire aussi ce qu'on n'est pas. Le PUMS, ce n'est pas un service de spécialité, donc c'est toujours un peu difficile de trouver nos limites et de dire qu'on n'est pas un service spécialisé de pneumo, enfin, bref, de gastro-entérologie pour des patients précaires. Quand ces patients ont besoin d'un service de spécialité, ils y vont. Nous, on ne peut pas se substituer à ça. On n'est pas, bien sûr, un service d'accueil des urgences. Si vous voyez un patient en situation d'urgence médicale, qu'il soit dans un foyer, à la rue ou dans votre patientèle, c'est aux urgences qu'il faut qu'il aille, bien sûr. On n'est pas non plus le seul service, je dis ça pour l'heure, qui dispose d'une assistante sociale. Bien sûr qu'on a une expertise dans ce domaine-là, mais les autres services ont bien sûr des assistantes sociales qui peuvent mettre en place, par exemple, des mesures de protection. Et au vu, bien sûr, du prix de journée et des compétences médicales que l'on doit développer dans un service de médecine polyvalente, on n'est pas non plus un simple foyer d'accueil où on prend les patients simplement pour les mettre à l'abri ou pour les mettre sous protection juridique. On ne peut pas le justifier sur le plan médical. Voilà un peu pour le PUMS. Donc, encore une fois, vous avez peut-être entendu ça il y a un mois, mais ça fait toujours... Marc, Oui. Est-ce que tu peux détailler le DMS? Ah, la DMS, pardon, c'est la durée moyenne de séjour de nos patients. Ce que je disais, c'est que pour les patients qu'on prend des urgences et que l'on n'inclut pas dans cette unité de médecine polyvalente et sociale, c'est à peu près 7 jours. Et pour les patients qui ont un parcours complexe avec ces prises en charge médico-sociales complexes, bien sûr que ça prend plus de temps. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé cette unité, pour justifier un peu des durées de nos statistiques du PUM et pour faire une unité qui justifie cette durée moyenne de séjour. Voilà, s'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas, puisque j'ai fini. Attendez. J'arrive plus à passer. Si, voilà, j'ai fini de parler du PUMS et une dernière diapo pour vous dire, pour justifier un peu notre présence ici, pour vous dire simplement qu'on s'est intégré dans le dispositif ICARE et qu'on est à la fois une unité de recours d'hospitalisation quand ça le justifie. D'autre part, on fait des réunions régulières pour discuter de dossiers, qu'on ne prenne pas les patients en hospitalisation. Ça permet d'échanger un peu sur des patients qui ont des parcours complexes et souvent, bien sûr, des situations médico-sociales qui sont intriquées. Et on échange un peu, donc que ce soit avec tout le dispositif d'ICARE, avec la halte, la PASS et tous les médecins et les soignants et les travailleurs sociaux qui s'en occupent. Voilà un peu pour la toile de fond et du service et pour justifier un peu le fait qu'on est là pour vous parler des mesures de protection juridique. Encore une fois, on a essayé de le rendre un peu pas ludique, mais presque, à partir de cas cliniques, parce que les mesures de protection, c'est vraiment beaucoup de textes de loi qu'on n'a pas rappelé forcément. On va se baser sur des cas cliniques rencontrés au sein du service et pour essayer de partir de la théorie et de vous expliquer en pratique comment on arrive
et pourquoi on arrive à mettre les patients sous mesure de protection. Donc, on va partir avec un premier cas clinique qui est celui de Madame P, et après je passerai la parole à Laure. Madame P, 54 ans, qu'on connaît bien au PUM, parce qu'on l'a eu à plusieurs reprises dans le service. La première hospitalisation remonte à 2-3 ans, et c'était suite au décès de sa mère, qui venait de se passer. Et c'est une patiente qui vivait jusqu'à présent seule avec sa mère, qui était assez étayante au domicile, puisque cette patiente de 54 ans avait une pathologie psychiatrique chronique suffisamment grave pour être suivie en CMP, qui s'associait aussi à un alcoolisme chronique ancien qui, à l'époque, n'était pas sevré. Et avec d'une part la présence de sa mère au domicile et d'autre part un passage infirmier quotidien, les choses tenaient à peu près, jusqu'au bien sûr au décès de sa mère qui a entraîné d'une part une décompensation psychiatrique, d'autre part une majoration des alcoolisations, une perte d'autonomie puisqu'elle avait aussi des troubles de la marche sévères en lien avec une pathologie carentielle, une neuropathie périphérique dont je vous ai parlé la dernière fois, et donc une incapacité à gérer ses démarches administratives et donc une admission aux urgences dans ce contexte-là, puis au PUM, pour toutes ces raisons-là. Et donc, une fois au PUM, on a dû, ça ne marche plus, si, voilà, la mettre sous sauvegarde de justice médicale, qui est la première mesure de protection dont on voulait vous parler. Je passe la parole à Laure. C'est une patiente qu'on a pu passer sous sauvegarde de justice médicale, qui est un régime de protection limité, qui est très rapide à mettre en œuvre. Il suffit d'un certificat médical du médecin, soit traitant, soit le médecin hospitalier, que l'on peut transmettre après au parquet civil du tribunal judiciaire. C'est une mesure qui est temporaire, elle ne peut pas dépasser 1 an et elle n'est renouvelable qu'une seule fois. Ça permet de maintenir, ça laisse les droits civils et civiques aux patients et ça permet la nomination d'un mandataire en urgence. Ce mandataire, ça lui permet, dans un premier temps, d'évaluer la situation et de contester certains actes qui sont contraires à l'intérêt du majeur et qu'il aurait pu faire. Et ça peut être également, et c'est pour ça qu'on l'utilise aussi assez souvent, une solution d'attente avant la curatelle ou la tutelle. Le juge, souvent, nomme en urgence un mandataire, ce qui lui permet d'évaluer voilà, au plus juste la situation pour avoir en plus un écrit pour statuer sur une mesure de protection. C'est quelque chose qui est rapide, qui est court, qui n'est pas inscrit au registre civil. Donc, c'est écrit nulle part, on ne le voit pas pour un patient, ce qui n'est pas le cas de la tutelle ou de la curatelle. Et ça peut être très rapidement enlevé, puisqu'il suffit de faire une demande de recours amiable au procureur pour avoir la radiation. Juste une petite question. Quand on dit en urgence, c'est sous combien de temps en général? La sauvegarde de justice médicale, il suffit qu'elle soit enregistrée au tribunal, au parquet civil, pardon, pour que ce soit pris en compte. Donc, du coup, c'est très rapide. C'est le temps d'un courrier. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est enregistré. Elle peut fonctionner. On peut commencer à aider le patient et à intervenir sur la situation. Le temps que le mandataire soit nommé, ça peut prendre un peu plus de temps. Sur une sauvegarde de justice médicale simple, ça peut prendre 1 mois à peu près. Après, si c'est dans le cadre d'une tutelle ou d'une curatelle, on le verra après, c'est un peu plus long. Merci. Après, le mandataire, il n'a pas beaucoup de pouvoir non plus, à la différence de la tutelle ou curatelle. Vraiment, il peut avoir accès au compte et c'est vraiment une évaluation de la situation. Il ne peut pas, tant que le juge n'a pas statué, il ne va pas pouvoir intervenir pour des démarches pour le patient. Est-ce que quelqu'un de la famille peut faire ce certificat? Alors, ce certificat, non, c'est vraiment le médecin, alors des urgences, médecin traitant, médecin du PUM. Après, ça peut être quelqu'un de la famille qui peut exercer la sauvegarde de justice médicale, effectivement. C'est pas obligé que ce soit un mandataire extérieur. Ça peut, par exemple, être un membre de la famille qui se rend au parquet civil pour mettre en place la sauvegarde, dire il y a une sauvegarde de justice et de chez Ikea à chaque fois. Et donc, du coup, Ikea remboursé parce qu'il y avait la sauvegarde. Voilà, ça permettait ça. Qui évite de passer après sous une autre mesure de protection. J'ai juste 2 petites questions dans le chat. Si la sauvegarde de justice, est-ce qu'elle peut être transmise numériquement?
déjà. Non, il faut que le papier soit enregistré dans le courrier, oui. Ok. Et que faire si on n'a pas de nomination d'un mandataire? Alors, quand on demande la sauvegarde de justice médicale, on note à la fin de la sauvegarde, le médecin note qu'il demande en urgence la nomination du mandataire et le juge mandate forcément quelqu'un. Il y a forcément. Ouais. On est sûr que Recommandé avec accusé de réception, on est sûr que le parquet a reçu. Il n'y a plus de Pourquoi on- présentation. Ouais, monsieur. On va arrêter le partage et repartager. Hop. C'est celui-là. On est à vous sur deux. Je parle assez fort. Celui-là. Oui. Hop. Voilà. Moi, j'ai la. C'est bon. C'est bon, d'autres Ouais. questions? Il y avait d'autres questions sur le chat? Alors, visiblement, ça coupe. Il y a Ah. beaucoup de. Ouais, il y a beaucoup de coupures, mais qui doit être lié à la connexion. Donc, c'est pas de notre fait. Est-ce que vous nous entendez correctement? Voir si ça réagit. Non. Ils les entendent mal? C'est haché, visiblement. Très mal. On n'a pas un câble Ethernet. Est-ce que peut-être éventuellement Oui, si vous coupez la caméra, même si on ne vous voit pas, peut-être que ça marchera mieux pour vous. On va continuer parce qu'on n'a pas, de toute façon, on n'a pas de. C'est pas moi qui appuie sur. C'est vraiment. Non, on ne jamais. Je vais aller chercher un câble. Je vous entends très mal, c'est haché. Un problème de connexion? Ouais. La prochaine fois, on sera dans une autre salle, ça sera plus. On avait le problème. Même avec le micro, bien les recouper. Ouais, parce que souvent, c'est la bande passante. je vais aller chercher un câble si tu veux. Tu peux parce qu'il y a tout est. Ça veut dire qu'il ressort. Est-ce que vous nous entendez là? Est-ce que ça va mieux? Oui, Va-t-on avoir un récap des questions? Réponses. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Allez, on repart. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un récapitulatif des réponses aux questions? On enregistre les D'accord. questions. C'est bon. Ok, donc voilà pour la sauvegarde, s'il n'y a plus de questions. Ouais, c'est facile, entre guillemets, c'est flexible, c'est temporaire et des fois, ce n'est pas suffisant puisque ça peut être un mode de passage en curatelle ou tutelle. Mais c'est vrai que, et en particulier pour les urgences, ce que disait Corinne, ça peut être une bonne chose à mettre en place et ça peut être rétroactif sur des achats ou autres, enfin, des comportements précédant l'hospitalisation. Voilà pour la sauvegarde. Et bon, pour la petite histoire de Madame P en question, elle a été après sous mesure de protection. On l'a eu à plusieurs reprises et on a fini par l'orienter à NEHPAD où elle est toujours et très bien et très contente de la prise en charge. Voilà, on va partir sur un autre cas clinique, celui de Monsieur F. Monsieur F, qui est un cas clinique beaucoup plus récent, je crois qu'il est sorti du service la semaine dernière. Monsieur F, et depuis son il y a 8 mois, il vivait dans sa voiture, complètement isolé, aucune famille proche, aucune personne ressource. Il était connu du CCAS, mais n'avait pas de médecin généraliste. Et donc, à la suite de ce divorce, ça faisait plusieurs mois qu'il était dans sa voiture. Comme antécédent principal, on notait un alcoolisme chronique qui n'était pas sevré avant son hospitalisation, une hypertension artérielle pour laquelle il ne prenait aucun traitement, une
plus de traitement et une prothèse totale de genou pour lesquels il gardait quand même des séquelles au niveau de la marche, donc quand même une autonomie assez limitée malgré ses 71 ans. À force de le voir dans sa voiture, les agents de sécurité de la commune, après avoir interpellé le CCAS, l'avaient adressé aux urgences pour surtout cette prise en charge sociale, parce que sur le plan médical, en dehors de du sevrage en alcool qui s'est très bien passé durant l'hospitalisation, le travail était surtout social et surtout l'ordre qu'il a fourni. Donc, on a mis Monsieur F sous curatelle. La curatelle, qui est donc un régime intermédiaire d'assistance partielle. Sous curatelle, le patient garde ses droits civils et civiques. Dans la grande partie des cas, il accomplit seul tous les actes de la gestion courante et le curateur l'assiste pour les actes importants, actes susceptibles surtout de porter atteinte à son patrimoine. C'est une mesure qui est valable 5 ans, qui est renouvelable. Alors, on a mis aussi longtemps que nécessaire. Ça peut se transformer, bien évidemment, en tutelle. Comme ça peut tout autant être levé si, on en discutera après, si elle n'est plus nécessaire. Merci. Il y a 3 degrés de curatelle. Donc, il faut savoir que ce n'est pas le travailleur social ou le médecin du service des urgences, un médecin traitant qui décide quel est le degré de curatelle, c'est le médecin expert. Ce n'est pas nous. Donc, 3 degrés de curatelle. Une curatelle simple où la personne conserve sa totale liberté de gestion et d'administration. Le curateur doit donner quand même son accord pour les actes qu'on appelle de disposition, donc qui concernent surtout les logements, achats, ventes et donations. Il y a la curatelle renforcée où là vraiment le curateur perçoit les revenus et assure lui-même le règlement des dépenses. Et il y a la curatelle aménagée où là vraiment c'est en fonction de chaque personne, c'est le juge qui décide des actes que la personne peut faire seule ou non. Donc voilà, ça dépend vraiment de chaque personne et de chaque patient. Une remarque, ce que disait Laure, c'est que en fait, ça nous protège un peu à nous, le fait que la décision revient au juge et c'est toujours, à mon avis, c'est toujours mieux de lancer une mesure de protection quand on juge que le patient est vulnérable et que le patient en a besoin et qu'elle soit refusée ou qu'elle soit moindre que ce qu'on avait pensé et que ce soit une décision du juge plutôt que de se dire que peut-être qu'il a créer une, mais que on ne sait pas trop laquelle. Et souvent, ça permet aussi de ne pas biaiser un peu la relation avec le patient quand on est soignant ou de protéger les travailleurs sociaux qui sont auprès du patient en leur disant on lance la mesure. C'est pas moi qui vais décider de si oui elle est adaptée et quelle va être la mesure. C'est le juge des tutelles. Mais voilà, ça permet un peu de nous délaisser un peu de cette responsabilité. Et c'est souvent important dans les personnes que vous suivez. Est-ce qu'il y a des questions? Alors après, dans la dernière partie de la présentation, on fera un rappel sur vraiment la procédure à suivre, sur quel site aller, etc. Mais là, c'était vraiment sur la théorie de la curatelle. Est-ce qu'il y a des questions sur la curatelle avant qu'on passe à un autre cas clinique? Est-ce que c'est le juge qui décide? Oui, alors, pour quel type de mesure de protection? Ça va être le médecin expert dans un premier temps, puisque sans l'évaluation du médecin expert mandaté par le tribunal, qui est sur la liste du tribunal, on ne peut pas monter une mesure de protection. Il faut absolument que le médecin expert, valide qu'il relève d'une mesure de protection et que de 2, quel type de protection il relève. Il présente ça au juge et qui, lui, au vu de soit une note sociale, soit juste l'expertise du médecin expert, il rencontre aussi les personnes, les patients, le juge, si le patient, si c'est possible, il le rencontre, et en fonction de ça, c'est lui qui décide, c'est le juge qui finalise, soit curatelle, soit tutelle. Il se peut parfois que le juge ne suive pas ni l'avis de l'assistante sociale, ni l'avis du médecin expert et demande plutôt une tutelle alors qu'on aurait pensé que c'était une curatelle, ou l'inverse, au contraire. C'est arrivé qu'on pense très fortement à une tutelle et que le juge, lui, valide une curatelle. Donc, au final, c'est le juge qui a le dernier mot. Il y a une question de Madame Vigneault. Allez-y, Madame Vigneault. Vous m'entendez bien, là? Allô? Oui? Votre micro est ouvert, vous pouvez parler. Très bien. Juste une petite remarque. On a conservé une sorte Madame Vigneault?
Oui, Vous leviez la main, vous pouvez vous exprimer? oui, ah oui, mon micro est ouvert pourtant. La dame, mais on n'entend pas. Elle a pas de Ouais, micro. son micro est ouvert pourtant. Mon micro est On ne vous ouvert. entend pas, Madame Vigneault, Je vais aller dans mes paramètres. malgré votre micro ouvert, ce qui est assez incroyable. Les intervenants, on l'entend. Oui. Simplement pour Ah, dire nous, que... on n'entend pas. Non. Alors, nous, on n'entend pas. Pourquoi? En fait, je l'ai noté dans ma... Ah, dans les- ça y est. Ça y est. Oui, c'est Madame simplement... Vigneault, excusez-nous. On vous entend? On Oui. vous propose de recommencer depuis le début. Oui, simplement pour faire une petite remarque, on a conservé l'habitude de dire sous tutelle, sous curatelle, sous mesure de protection. Il me semble que ça amène une connotation et ça fait un peu peur aux patients, aux familles, à l'entourage. Ils ont le sentiment parfois qu'ils y perdent une certaine forme de liberté ou qu'ils sont dominés. La mesure de protection juridique, c'est bien un droit. C'est un droit pour les personnes, les majeurs vulnérables, un droit à la protection par tout un dispositif juridique. Donc, parfois, quand on arrive dans la façon dont on les présente, si on arrive à dire c'est un droit qui vous est apporté, tout de suite, comment dire, c'est mieux vécu par les patients. Il me semble. Votre micro est coupé, là, cette fois-ci. Ah, c'est bon. C'est bon. Et oui, donc comme vous le disiez, c'est bien d'insister là-dessus. Il y a deux termes qui sont importants. C'est un droit et le terme important aussi, il est contenu dans le terme lui-même, c'est une protection, c'est une mesure de protection juridique. Et donc quand on le présente comme ça, effectivement, c'est pas une punition, c'est pas une privation de droit, c'est pour protéger. Et donc ça, les patients sont souvent sensibles à ça, pour vous protéger, pour vous aider, parce que il y a une vulnérabilité, il y a voilà, des troubles du jugement, on en rediscutera après, mais c'est vrai que c'est important d'insister sur les termes à la fois droit et protection parce que c'est souvent mieux accepté. Est-ce que vous avez d'autres questions ici? Alors, par rapport au... À partir du moment où le dossier est tout finalisé, qu'on interpelle le juge, le délai pour la mise en place de la mesure de protection, Oui. 2-3 mois à peu près. Ça peut être un peu moins, mais max, oui, 3 mois. On est bon? Allez. Oui. Non. Hop. Hop. Un autre cas clinique assez récent aussi, Monsieur Dessay, 74 ans, un patient célibataire, lui aussi isolé, vous voyez que c'est toujours un peu la même trame de fond, qui vit seul dans son appartement, lui aussi, malgré ses 74 ans, avec des troubles, mais lui beaucoup plus sévères que Madame P, des troubles de la marche qui l'obligent à marcher avec une canne ou un déambulateur, avec un périmètre de marche assez... Donc un patient qui sort peu de chez lui, connu du CSAS malgré tout, mais pas de mesure de protection qui avait été initiée jusqu'à présent. Un petit dispositif de maintien au domicile avec un portage des repas, un passage infirmier quotidien qui tenait à peu près jusqu'à son hospitalisation. Mais un patient qui présentait dans ses antécédents une démence vasculaire, donc c'est-à-dire des troubles de la mémoire sévères, une anosognosie, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout conscient de ses troubles, et récemment, depuis peu avant l'hospitalisation, des troubles du comportement qui posaient problème au domicile, avec surtout une opposition aux soins, au passage des aides au domicile, des infirmières en particulier, et un comportement de plus en plus agressif qui
qui a fait que les infirmiers avaient de plus en plus de mal à lui faire prendre des médicaments et lui faire accepter des soins. Dans ce contexte-là, évidemment, le maintien à domicile n'était plus possible. Il avait refusé tout ce qui avait essayé d'être mis en place à la maison et il se mettait en danger. Et il est donc adressé aux urgences et il a bénéficié donc d'une tutelle. Du coup, la tutelle, c'est un régime de représentation complète, hein. Le patient perd ses droits civils, donc c'est le tuteur qui le représente dans tous les actes de la vie civile. Par contre, depuis la réforme de mars 2019, le patient conserve son droit de vote et il peut se marier. Il faut qu'il demande l'autorisation, mais il a le droit, ce qui n'était pas le cas avant 2019. Le tuteur gère le patrimoine et les ressources de la personne et le patient dispose uniquement de ce qu'on appelle argent de poche. Pour tous les actes de disposition, donc c'est des actes qui engagent le patrimoine, le tuteur doit en référer au juge, il n'est quand même pas tout seul. Pareil, la durée c'est 5 ans et c'est à nouveau renouvelable aussi longtemps que nécessaire et ça peut toujours voilà, se moduler. Parfois une tutelle peut devenir une curatelle au fil du temps. Le choix du lieu de vie il reste conservé par le patient. Donc, le médecin devra se prononcer sur l'opportunité ou non d'un retour à la maison. Donc, on l'a dit, le tuteur accomplit tous les actes de gestion et d'administration. On a mis des exemples, mais il y en a quelques-uns parmi tant d'autres, des dossiers d'aide sociale, ouverture des droits, demande dans la caisse de retraite, contrat d'assurance, etc. Un testament postérieur à la mesure est jugé nul. Mariage et divorce, on l'a mis possible avec l'accord du tuteur et on a mis par exemple voilà, représentation par le tuteur pour contrat de travail. Voilà, ça montre bien que le tuteur représente la personne. Alors que le curateur accompagne la personne, le tuteur lui le représente pour tous les actes. Alors, on continue. Alors, je reviens sur le choix du lieu de vie qui est souvent pas un problème, mais il y a un questionnement, on va dire, avec un cas clinique et deux fautes qui illustrent un peu ce cas clinique d'un patient qui est sorti aujourd'hui, ce matin même, et qui a intégré une EHPAD et qui était plutôt content de l'intégrer. Tout ça pour illustrer donc le choix du lieu de vie. Monsieur B, l'histoire de Monsieur B, c'est qu'il vivait dans un cabanon depuis des années, sans eau, sans électricité, totalement isolé, aucune famille. Et il allait de temps en temps faire les courses à l'Intermarché du coin. Il achetait un peu d'alcool, mais ça restait quand même modéré. Ça l'avait été par le passé. Un problème, sa consommation d'alcool, mais là, c'est très modéré. Et en fait, c'est les caissiers de l'Intermarché du coin qui, ne le voyant plus, ont alerté les services sociaux en disant qu'ils ne l'avaient pas vu depuis quelques jours. Et un médecin généraliste est intervenu chez Monsieur B et l'a adressé aux urgences. Il se trouve que ce patient était déjà sous tutelle et depuis longtemps, et il avait toujours dit qu'il voulait rester dans ce cabanon. Mais au vu de l'état que vous voyez là sur les photos, on se questionne toujours sur les capacités à la fois neurologiques et cognitives de Monsieur B de décider de son choix de lieu de vie. Clairement, Monsieur B, quand on l'a eu au PUM après, il a fait le diagnostic de troubles cognitifs avec des troubles mnésiques assez marqués, donc un MMS qui permet d'avoir une évaluation assez rapide et standardisée des capacités cognitives. Vous voyez, la normale est à 30 sur 30, il avait 14 sur 30, et surtout un trouble du jugement et ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'ognosie, c'est-à-dire il ne se rendait pas compte de ses troubles d'une part, il ne se rendait pas compte de sa situation au domicile et de sa mise en danger. Et c'est ça qui, à mon avis, doit primer sur la décision, soit de mise en place d'une mesure de protection quand elle n'y est pas, soit sur le choix du lieu de vie, c'est la mise en danger au domicile. Et dans les textes de loi, je crois que c'est pas la non-assistance à personne en danger, mais c'est la obligation d'assistance envers les personnes hors d'état de se protéger. Clairement, quand on voit la situation de M. B, on était obligé de l'assister pour le protéger et il a pris son jugement pour décider de rester dans les conditions dans lesquelles il vivait. Donc, on a dû, je l'ai mis en bas, pardon. Oui, on a dû lui faire des démarches d'EHPAD et il est allé aujourd'hui à NEHPAD et plutôt content d'ailleurs de se retrouver dans un secteur où il était réglé, où il avait
un apport. On lui donnait à manger, il était stimulé, il n'était pas dans le cabanon dans lequel il était resté depuis plusieurs années. Donc ça doit vraiment pencher dans la balance. Alors des fois, c'est moins évident que la situation de M. B. Là, c'était vraiment clair qu'on ne pouvait plus le laisser là. Ça justifie un certificat médical de non-retour au domicile qu'on a rempli donc, pour M. B. Lui, il avait l'âge pour aller en EHPAD, donc on n'a pas dû faire un certificat de dérogation d'âge dont on parlera tout à l'heure. Voilà, donc il est allé ce matin en EHPAD. On a une question. Il y a une question de Karine, si tu veux prendre la parole, Karine. Oui, c'était tout à l'heure en fait, mais c'était juste pour la tutelle. Allô? C'est bon? J'ai un doute quand la personne elle est sous tutelle, mais qu'elle est toujours effectivement mariée. Est-ce que si la famille en fait s'oppose au placement en EHPAD, est-ce qu'elle peut effectivement s'y opposer ou le fait qu'il soit sous tutelle est d'ores et déjà en fait est protégé malgré Non, la... si c'est une tutelle extra-familiale, du coup, c'est quelqu'un d'extérieur à la famille. Bien évidemment que le tuteur va quand même prendre l'avis de la famille, etc. Mais au final, ça va être le tuteur et le médecin, dans le cadre d'un non-retour à domicile, qui va prendre les décisions. Le tuteur peut s'opposer, effectivement, au choix de la famille. Parfois, ça nous arrive de demander justement dans le service des tutelles pour des patients, justement parce que les familles ne prennent pas forcément les bonnes décisions pour le patient. Parce que souvent, par exemple, demandes d'EHPAD, de maisons de retraite, malgré tout, ça coûte beaucoup d'argent et les familles préfèrent ne pas trop parfois en dépenser et donc préfèrent qu'ils rentrent à la maison, même si on leur a expliqué qu'ils se mettaient en danger. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on peut être amené à mettre un patient sous mesure de protection en demandant expressément un tuteur externe à la famille. Si je peux me permettre, c'est Madame Vigneault, c'est ça l'intérêt c'est là que la protection prend tout son sens. C'est le juge qui est souverain. C'est lui qui décide de l'intérêt, et c'est l'intérêt du majeur qui est aussi au centre de la loi. Voilà, c'est le juge qui détermine l'intérêt du majeur. Il fait la balance entre la volonté du majeur et son intérêt. C'est pour ça qu'on n'est plus dans le judiciaire, et c'est pour ça qu'il a besoin d'une attestation de non-retour au domicile pour justifier que l'intérêt du majeur, c'est bien celui d'être placé. La famille, les époux, d'abord, on rappelle que les enfants n'ont aucun droit sur leurs parents en droit français, aucun, et les époux ont des droits et des devoirs qui sont, comment dire, subsidiaires une fois que c'est le juge qui se prononce. Les droits et devoirs entre époux s'éteignent au moment où il y a une tutelle. Et c'est vrai qu'encore une fois, vous avez raison d'insister que c'est le juge qui prend les décisions. Et nous, ça nous rend encore une fois bien service. On dit, ah, c'est pas moi, c'est le juge. Et puis, hop, une fois que c'est lancé, si vous voulez, que la démarche est lancée ou que la demande de choix de lieu de vie est lancée, c'est vraiment au juge que revient la décision. Et encore une fois, ça permet de nous protéger à nous parce que on est physiquement face aux patients et face aux familles et des fois c'est compliqué. Et voilà, de remettre un peu cette décision dans les mains du juge qui, encore une fois, va la prendre pour le bénéfice du patient, pour protéger la personne. Et donc, ça permet d'éclaircir les choses souvent avec la famille. Surtout, ça nous permet... On a une autre question. Dans le cas de figure où le couple bénéficie d'un RSA couple, mais qu'il y a une demande de tutelle qui est faite pour seulement un des deux adultes, comment est-ce que les choses se passent dans ce cas? Alors, je ne suis pas tuteur, donc je ne vais pas être au top pour répondre. Mais du coup, le tuteur ne va gérer que les biens et les ressources du majeur protégé. Donc, si c'est monsieur, eh bien, il va continuer à faire le RSA couple et il va gérer uniquement les ressources de monsieur. Madame, alors après, je ne sais pas comment il va s'arranger, mais vraiment, il va gérer uniquement monsieur. Après, il arrive qu'on mette des couples sous tutelle avec le même tuteur, ce qui est beaucoup plus facile. Mais du coup, je ne suis pas,
Je ne suis pas tutrice, donc je ne sais pas trop exactement sur le terrain après comment ça se passe, mais il va gérer vraiment uniquement le protégé. Donc si c'est monsieur, ou si c'est madame, voilà. Dans le cadre, je sais pas. Et juste une diapositive rapide sur l'habilitation familiale. Alors, l'habilitation familiale, c'est exactement les mêmes demandes que, enfin, ça se fait de la même manière qu'une tutelle ou une curatelle. On a mis que c'était plus, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où le dossier est exactement le même. Donc, du coup, le traitement du dossier va être exactement le même qu'une tutelle ou curatelle, c'est-à-dire à peu près 3 mois. Parce que le juge a beaucoup de dossiers. Là où c'est plus rapide, c'est que cette habilitation familiale n'est accordée uniquement aux ascendants, descendants directs, partenaires de Pacs, frères, sœurs, conjoints, concubins, uniquement. C'est-à-dire que si c'est un neveu, une nièce, une voisine avec qui on est super proche, ce sera forcément non. Il faut bien évidemment qu'il n'y ait pas de mésentente entre le majeur qu'on veut protéger et ses enfants, ou entre les enfants eux-mêmes, par exemple, ou entre les frères et sœurs. Et c'est donc plus rapide dans le sens où, une fois que le juge a nommé quelqu'un sur l'habilitation familiale, ensuite il se dessaisit complètement, à la différence de la tutelle et de la curatelle, où il demande des comptes de manière régulière. Pour l'habilitation familiale, ce n'est plus le cas. D'où l'importance que ce soit vraiment ascendant, descendant, ou en tout cas des personnes vraiment directes par rapport aux patients, et qu'il y ait une bonne entente. Une habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes. C'est-à-dire s'il faut, par exemple, vendre uniquement un bien pour que la personne puisse se financer une maison de retraite, l'habilitation familiale peut être demandée pour cet acte bien précis. Voilà, juste la vente du bien. Ou un placement en EHPAD, la signature d'un contrat, etc. Ça peut être général comme une tutelle, c'est-à-dire on perçoit les biens de la personne et on gère la totalité de son administration. Donc elle est plus rapide parce que par la suite, c'est très simple après à gérer, mais en fait, dans la vie de tous les jours, ça met quand même 3 mois pour être accordé. Des questions sur l'habilitation? Alors, il n'y a pas de question pour l'instant sur l'habilitation familiale. Il demeure une question sur la Oui. tutelle. Est-ce que Je du la coup, vois. pour le couple, est-ce qu'il faut faire 2 Oui. dossiers distincts? Et oui, parce que du coup, une tutelle ne peut pas être demandée sans l'avis du médecin expert, dont on discutera plus tard. Et donc, du coup, il faut 2 certificats médicaux et 2 demandes, puisque c'est des demandes nominatives. Donc, effectivement, pour un couple, il faudra la demande pour Monsieur X et la demande pour Madame X. Parce c'est pas obligé non plus qu'ils aient le même type de mesures de protection. Peut-être que Madame X n'aura qu'une curatelle renforcée et Monsieur X une tutelle. Pour l'habilitation familiale, faut-il un certificat médical? Oui, c'est exactement la même, c'est dans les prochaines diapos, c'est exactement la même manière de fonctionner que pour la tutelle. Il faut donc la requête, le passage du médecin expert et envoyer le tout du coup au juge, et donc du coup ça reste sur le bureau du juge et le temps qu'il la traite, voilà, ça met 2-3 mois. Une fois voilà, qu'elle est validée, après le juge ne s'en occupe plus. C'est juste ça qui est plus simple en fait et qui rend plus simple. Pour retirer une habilitation familiale. On peut retirer une habilitation
Alors, juste vous dire qu'on a des petits soucis de son. On va essayer de réparer tout ça. Si jamais c'est revenu, vous pouvez nous le dire dans le chat, s'il vous plaît. C'est reparti. OK. Super. Merci. Donc, on est en train de repartager. Et visiblement, ça fonctionne. Merci. Alors, du coup, la question, je vais oublier. Hop. La question, c'était par rapport, je crois, à l'habilitation. Dans le cadre d'une habilitation familiale, il faut tout de même l'accord du juge. Oui, Donc ça, oui, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les inscrire à nouveau. J'ai pas l'impression. On a répondu. Bon, si on est bon. Alors, pour l'arrêt de l'habilitation, est-ce qu'elle peut être retirée? Oui, oui, retirée. Oui, elle peut être retirée, c'est-à-dire que si la personne à qui on a confié, le juge a confié l'habilitation familiale n'est plus adaptée, on peut tout à fait changer et moduler la mesure de protection, du coup retirer l'habilitation familiale à cette personne et mettre en place une tutelle extérieure ou une tutelle avec un autre membre de la famille. Tout est modulable. Mais l'habilitation familiale, oui, peut être retirée si effectivement on s'aperçoit que ça ne correspond plus. Madame Vigneault, vous souhaitez poser une question? Allez-y. Oui, excusez-moi, j'ai eu un problème de son. Oui, tout le monde a eu un problème de son. Une habilitation entre époux, effectivement, où madame est tutrice, sa situation s'est dégradée, elle n'est plus en mesure de faire face, elle a elle-même des troubles cognitifs. Qui peut, comment dire, peut-on s'adresser directement au juge et sous quelle forme? Alors oui, on peut s'adresser au juge, mais du coup, ça veut dire changer de tuteur. Donc, on peut faire un courrier auprès du juge en expliquant la situation et en demandant à ce qu'un tuteur externe soit nommé au vu des troubles cognitifs du tuteur actuel ou au vu de la situation du tuteur actuel qui s'est dégradé, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, le juge peut être amené à nommer quelqu'un d'une association tutélaire ou un tuteur privé pour prendre le relais de la situation. Oui. Par exemple, les personnes âgées qui ont son tuteur pour leurs enfants qui sont déjà majeurs mais qui rencontrent des troubles, quand ils sont hospitalisés et qu'ils ont eux-mêmes des troubles cognitifs, on fait un courrier auprès du juge pour demander à ce que la tutelle soit revue, sans forcément passer par un certificat médical, etc. Puisque ce n'est pas le majeur protégé qui rencontre des difficultés, c'est le tuteur qui n'est plus capable d'assumer ses responsabilités. D'accord. On n'a pas besoin d'une nouvelle expertise dans ce cas. Et donc, un dernier cas clinique rapide, juste pour illustrer un petit détail sur la tutelle. C'est une patiente dont je vous avais déjà parlé lors de la dernière présentation il y a un mois sur les pathologies carentielles. Une patiente donc, qui est plus jeune, qui a 51 ans, qui avait été hospitalisée au PUM parce qu'elle chutait à répétition, parce qu'elle avait un syndrome confusionnel dans le cadre d'une maladie alcoolique sévère qui était non sevrée, qui avait débuté à l'adolescence, qui était vraiment très évoluée, vivait avec son compagnon, 2 enfants avec lesquels elle n'avait plus de contact et qui percevait le RSA. On l'avait, donc si vous étiez là il y a un mois, reçu aux urgences puis au PUM dans un tableau de confusion qui avait révélé ce qu'on appelle une encéphalopathie de Guyer-Wernicke, c'est-à-dire une encéphalopathie liée à une carence en vitamine B1.
Et l'évolution, malheureusement, avait été celle d'un syndrome de Korsakoff, c'est-à-dire des troubles de la mémoire très importants, un oubli à mesure vraiment massif, et bien sûr toujours une non-reconnaissance du trouble. Et donc, son état à la fois cognitif et physique ont justifié une mise sous tutelle et une institutionnalisation en EHPAD avec bien sûr ce qu'on appelle une dérogation d'âge jusqu'à 51 ans. On a eu besoin de faire un certificat. L'âge limite pour intégrer une EHPAD, c'est 60 ans. Et avant ça, il faut donc faire un certificat. Et je vous ai mis sur la diapo suivante le certificat qu'on a rempli dans le service pour justifier ça. Vous voyez que c'est un certificat médical qui décrit la situation. Qui est adressé à un médecin surtout. Adressé à un médecin. Donc, ouais. On peut y mettre des informations médicales qui précisent la situation, alors qu'elle soit cognitive, neurologique, la perte d'autonomie et surtout la mise en danger. Vous voyez qu'il y a des termes qui sont importants à mettre dans ce certificat. Dans le premier paragraphe, c'est mise en jeu du pronostic vital, parce qu'elle était arrivée dans un état vraiment qui a une précarité à la fois sur le plan médical. Des troubles cognitifs sévères qui se sont révélés au fur et à mesure de l'hospitalisation, qui sont donc liés, on précisait la cause, là c'était la consommation chronique d'alcool, les troubles aussi de la marche, les troubles de l'autonomie qui justifient l'institutionnalisation en EHPAD en raison de la dépendance et le fait que bien sûr elles ne se rendent pas compte de ces troubles-là et qu'on est obligé de la protéger d'une part par une tutelle et de la mettre dans une institution qui la protège d'autre part, donc un EHPAD, pour éviter la récidive de son admission aux urgences dans l'état dans lequel elle était quand elle était arrivée la première fois. Ces dérogations d'âge, donc ce certificat médical de demande de dérogation d'âge, il est forcément accompagné d'une note sociale détaillée sur la situation de la personne et qu'on transmet ensuite auprès du service, alors je ne l'ai pas noté, mais d'un service du conseil, auprès du médecin du conseil départemental, du service mission stratégique coordination territoriale. Voilà, et on a le retour assez rapidement. Et ce qui nous permet ensuite de pouvoir faire les demandes d'EHPAD parce que sans ce document, les maisons de retraite ne regardent même pas les dossiers. C'est compliqué. Il faut savoir que la dérogation d'âge, pour l'obtenir et pour qu'elle fonctionne surtout, il faut que le patient bénéficie soit d'une AH, soit d'une invalidité de deuxième catégorie ou un taux d'incapacité de 80%, ce qui n'était pas le cas de notre chère patiente, ce qui fait que tant qu'elle est dans le service, il faut évidemment déployer voilà, ce qui est nécessaire de faire. Donc là, je crois qu'on avait fait un dossier, alors on relevait un dossier d'AH. Voilà, donc on lance ça et les démarches parallèles. Mais du coup, sur ton AH, c'est pas 9 mois, non, durée de traitement pour le bon, alors à l'hôpital, c'est long, mais on peut avoir parfois on est partenaire avec la MDPH, donc du coup, on peut envoyer les dossiers et c'est traité un peu plus rapidement. Après, ça ne veut pas dire que quand elle rentre en EHPAD, elle est forcément la AH à disposition. Ça veut dire qu'au moins, c'est déjà fait. Voilà. Parce que sinon, le jour où la dérogation d'âge et l'aide sociale fonctionnent, parce que là, en l'occurrence, c'était l'aide sociale, donc c'est autre chose, hein, mais du coup, ils ne peuvent pas bénéficier de l'aide sociale et donc l'EHPAD ne peut pas être financé complètement. Donc, on est sympa, on l'avance. C'est bon. C'est bon, mais voilà un peu les cas cliniques et la théorie, si vous voulez, des mesures de protection. Et on vous a fait les diapos suivantes, une dizaine de diapos sur la pratique, qui peut la demander, comment mettre en place une mesure de protection. Alors, c'est peut-être des choses que vous savez déjà, mais c'est toujours bien de les rappeler. Hop. Du coup, qui peut demander la mesure de protection? Le patient lui-même, sa famille, un proche, un ami. Donc, dans ce cadre-là, la requête, donc le dossier, est rempli par ces personnes-là et peut être directement transmis, toujours pareil, avec l'expertise du médecin expert, au juge des contentieux et juge directement. En cas d'isolement complet, ça peut être le procureur de la République qui fait la demande, ce qu'on fait essentiellement au PUM, c'est-à-dire que on signale, je ne suis pas toute seule, on signale au parquet civil la situation en demandant à ce qu'il y ait un médecin expert qui soit mandaté en urgence pour qu'il puisse venir évaluer le patient. Et du coup, c'est renvoyé directement au parquet.
Et le parquet, c'est le parquet du coup qui interpelle le juge des contentieux. L'assistante sociale, par exemple, ne peut pas demander directement au juge une mesure de protection pour un patient. C'est pas possible. Parce qu'on n'est pas habilité. Alors, il y a une question. Oui. Quelle est la différence entre une requête, un signalement ou une demande de mise sous protection? Alors, le signalement, c'est un écrit où on va effectivement interpeller le parquet civil en leur expliquant pourquoi on est inquiet et pourquoi on demande à ce qu'un médecin expert puisse passer pour évaluer la personne. La requête, c'est le papier, c'est le document qu'il faut remplir, c'est le dossier en fait de demande de mesure de protection. Et la demande de mise sous protection, c'est le dossier complet avec la requête, l'expertise du médecin expert, les documents administratifs nécessaires. J'ai une question sur un mandataire Oui, extérieur. oui. Si on s'aperçoit que la mandataire n'est pas correctement Oui, travail, oui. comment ça et que du coup, monsieur est accompagné par la famille, mais la famille est défaillante. La mandataire nommée gère mal les affaires de monsieur. Et comment ça se passe en fait? Comment est-ce qu'on peut On peut faire un écrit au juge en demandant à changer de mandataire. Mais après, c'est un peu long, mais on peut demander au juge, oui, en expliquant. Et là, du coup, on en revient à Non, là, par contre, un proche après, ou, oui, ça peut être un proche ou quelqu'un d'autre à nouveau. quelqu'un d'extérieur à la situation, Oui. ou un professionnel quel Oui. qu'il soit, en tout cas, Oui. peut d'accord, donc un écrit en juge. Oui. Il faut qu'il y ait du contenu quand même, parce que pour le coup, Ouais. mais oui. On a deux petites questions. Est-ce que les assistantes sociales font des signalements? Ah oui. Oui. Régulièrement, oui. Et la deuxième question, que pouvons-nous faire si la personne à protéger ne peut pas ou refuse de financer l'expertise? Alors, si elle peut pas ou si... Alors, si elle refuse, oui, on a appris, mais si elle refuse, parce que ça arrive hein, malgré tout, si elle refuse et on évalue, on n'estime pas, on évalue qu'elle peut être en danger et on a plusieurs signaux d'alarme, dans ce cas-là, je vais parler pour moi, je fais le signalement et j'essaie d'évaluer si effectivement il y a des ressources. Parce que quand on fait un signalement en demandant un expert, il faut savoir que l'expertise est payante et donc dans ce cas-là, c'est le tribunal qui le finance. Donc, ça peut arriver qu'ils nous disent non, hein, au final, qu'ils ne veulent pas réquisitionner un expert. C'est rare, mais ça arrive. Donc, moi, dans le signalement, j'indique soit qu'il n'a vraiment aucune ressource, qu'il est vraiment contre, mais que nous, on est inquiets. Voilà. Soit je peux indiquer qu'il est contre, certes, qu'il a quand même des ressources, mais il ne faut pas oublier qu'il arrive à l'hôpital. Je ne sais pas vous, mais moi, j'arrive pas avec l'intégralité de mes papiers administratifs quand je viens en urgence et mon chéquier. Et voilà. Donc, du coup, dans ce cas-là, je le signifie dans le signalement en indiquant que je souhaiterais qu'un mandataire soit nommé parce que vraiment, il n'y a personne, mais que du coup, les ressources de la personne, et je les indique, lui permettent de financer l'expertise. Et dans ce cas-là, quand un mandataire sera nommé, il pourra prélever les 160 € pour financer le médecin expert. Et dans ce cas-là, le médecin expert sera financé, mais avec un petit peu de délai. Il n'y a pas du tout de ressources. Et bien, du coup, c'est le tribunal qui prend en charge l'expertise. Voilà. On a deux autres questions en suivant. Une personne donc dans le chat qui nous dit qu'elle est travailleuse sociale, elle accompagne une personne évaluée comme vulnérable et qui se met en danger. Et la démarche qui peut être faite, est-ce que c'est seulement un signalement? Alors, si cette personne est seule, vraiment, il n'y a pas de... On imagine, cette personne est vraiment seule au monde. Donc oui, dans ce cas-là, il n'y a que le signalement. Parce que nous, on ne peut pas interpeller directement le juge des contentieux. On ne peut interpeller que le parquet. Donc du coup, en fait, le schéma, ça va passer assistante sociale, parquet civil, juge des contentieux. Voilà. Voilà comment ça va. Donc ça va être encore un peu plus long. S'il y a de la famille, ce qui arrive, ou des amis, ou des voisins, ou des personnes proches qui sont susceptibles et disponibles pour financer l'expertise, mais qui ne veulent absolument pas signer la requête, donc c'est-à-dire ils ne veulent pas demander la mesure de protection parce qu'ils ne veulent pas être mis en porte-à-faux vis-à-vis de la personne et qui ne veulent surtout pas être nommés tuteurs. Donc ça, il n'y a pas de souci. On prend le document. On prend la requête, le document qu'on remplit nous-mêmes. Donc, c'est Madame Bonin qui demande la mesure de protection avec l'expertise et je l'envoie, hélas, au parquet civil parce que je ne peux pas protection. Donc, c'est pareil.
Sauf que tout est ficelé, le parquet n'a pas besoin d'intervenir ni de réquisitionner un expert, on a fait toute la démarche, mais je ne peux pas le demander directement. Donc, le parquet va regarder mon dossier, vérifier qu'il ne manque rien et l'envoyer directement au juge. Donc, c'est pareil. Si c'est une famille, par contre, qui fait la demande, un enfant pour son parent, finance l'expertise, remplit la requête, la signe en son nom, même s'il ne veut pas être tuteur, il peut l'envoyer directement au juge des contentieux. Et donc, ça évite un intermédiaire et ça va plus vite. Ok. Et alors, quand la personne elle-même souhaite la mise sous protection, comment procéder? Eh bien, on peut l'accompagner, ça c'est super. On l'accompagne, elle remplit, ça arrive des fois au cul quand même. On l'accompagne pour remplir la requête. Le mieux, c'est qu'autant qu'ils sont hospitalisés, on essaie de faire intervenir un médecin expert, comme ça il est dans nos lits, donc c'est plus pratique. On finalise le dossier avec lui autant que possible, et ensuite il peut de lui-même, ou moi je peux faire boîte postale et je peux envoyer la requête, mais vu qu'elle est signée en son nom, ça passe au juge des contentieux, directement, pas d'intermédiaire. Ok. Est-ce qu'il existe un SERPA spécifique pour faire un signalement? Oui, on l'a mis là. Ah, Non. pardon, SERPA. non, pour le signalement, non. Il n'y a pas de... Non. Donc c'est libre. Oui, c'est libre. Ok. Et une autre question, le parquet civil est-il tenu d'accuser réception? J'imagine que... Du signalement, Oui. oui. Oui, oui. Ouais. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi prendre la parole. Oui, s'il vous plaît, j'avais posé par écrit, si on fait un Oui. signalement, Madame Vigneault, je vous donne la parole, je remets le son. merci. Allez-y. Si on fait un signalement, faut-il informer la personne ou qui faut-il informer? C'est plus respectueux de l'informer quand même. Après, les patients que je rencontre, ils ne comprennent pas toujours la démarche. Mais oui, je leur dis. Mais enfin, on n'est pas tenu, c'est pas obligatoire. Je pense que si. Mais Il me semble, hein. je ne suis pas sûre à 100%. Il me semble qu'il y a un caractère obligatoire, Oui, même je si la pense que si. personne n'est pas en capacité de discernement. Oui, mais enfin, nous, on le fait à chaque fois. Oui, bien sûr. Merci. Alors, on a une question suivante. Le renouvellement est-il tacite ou nécessaire ou nécessite, pardon, une nouvelle expertise, un nouveau jugement? Et qui doit initier le renouvellement si nécessaire? C'est une bonne question à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir la réponse. Je pense qu'il faut une nouvelle expertise. C'est pas tacite. Je pense qu'il faut une nouvelle expertise parce qu'au bout de 5 ans, la situation du patient et de la personne a peut-être changé. Alors, soit elle s'est aggravée, soit après tout, elle a pu tout à fait s'améliorer. Donc, il faut une expertise, forcément. Après, c'est du coup le tuteur, curateur ou la personne qui gère la mesure de protection qui fait la demande. On est bon. On est bon. Et alors, comment faire? C'est peut-être que vous le savez. Moi, je vous avoue que j'ai un peu découvert ce site quand on a fait la présentation, parce que chaque fois, nous, on se tourne vers Laure, on lui dit il faut le mettre sous protection, et puis ça s'arrête là. Donc, ça demande du travail. Il y a un site qui est assez bien fait, où il y a tout un tas de questions, des questions-réponses, même pour les du genre mesures de protection pour les nuls, un peu comme nous. Et donc, j'ai appris plein de choses. Donc, je vous invite à y aller si vous ne le savez pas. Et donc, c'est sur ce site-là aussi que, plus sérieusement, on peut télécharger la requête, puisque c'était la question tout à l'heure, et qui vous accédez au formulaire de la requête, donc qui est le document à remplir pour faire la demande auprès du tribunal. Et une fois que cette requête est remplie, donc ça, c'est toi là, qui l'a rempli, la requête. Nous, on fait notre certificat médical et le dossier complet part au juge des contentieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si c'est la personne qui le demande. Si c'est la personne elle-même qui le demande, dans ce cas-là, je l'aide à remplir la requête et l'envoie au juge des contentieux. Si c'est nous, c'est le parquet civil, parce qu'on n'a pas le droit. D'accord. Et les documents, le dossier complet comprend donc tous ces documents. Oui, il faut la requête, forcément.
Le certificat médical, alors, c'est plus obligatoire, mais on l'a laissé parce que parfois il le demande, parfois il le demande pas. Un certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger. Donc, c'est un certificat tout simple qui peut être rempli par le médecin traitant ou le médecin hospitalier. Moi, je le mets pas et ça passe, mais je sais qu'il y a... Je suis plus très sûre que ce soit pas obligatoire, alors j'ai préféré vous le laisser. Il faut la copie de la pièce d'identité de la personne à protéger, la copie intégrale de l'acte de naissance avec filiation de la personne à protéger de moins de 3 mois, le certificat du médecin expert, forcément. Et si c'est un membre de la famille qui souhaite être nommé tuteur ou curateur, il faut qu'il rajoute son casier judiciaire. Voilà, il faut qu'il soit vierge, bien évidemment, sans quoi vous ne pourrez pas être nommé tuteur ou curateur. Une fois que ce dossier est complet, vous pouvez l'envoyer. Et donc, le certificat du médecin expert, comme disait Laure, nous, on a plusieurs médecins avec lesquels on travaille assez régulièrement qui passent, donc on profite de l'hospitalisation pour réaliser l'expertise. C'est souvent possible puisqu'il reste quand même assez longtemps dans le service. Donc, c'est un médecin qui est inscrit sur une liste et, comme on le disait tout à l'heure, c'est une expertise qui est payante, donc qui est à la charge du patient ou des proches, quand il a des proches, qui s'élève quand même à 160 €. Quand le patient est isolé, sans ressources, c'est aux frais de l'administration. Et donc, voilà, ça peut être pris en charge par l'administration. Et ce qu'on disait tout à l'heure en répondant à la question, c'est que la durée de tout ça, entre guillemets, à partir du moment où on se dit, tiens, il faut le mettre sous protection et le fait que le patient soit sous mesure de protection, c'est entre 2 et 3 mois. Entre 2 et 3 mois, avec peut-être un peu plus de facilité, un peu plus de rapidité à l'hôpital que... Le travail des médecins experts qui sont assez rapides. Mais il faut savoir que tant que le parquet civil n'a pas reçu l'expertise, il ne peut pas envoyer le tout, bien évidemment, au juge des contentieux. Donc, tant que ce n'est pas sur le bureau du juge, ça mettra du temps. Un médecin expert, il a 3 mois pour expertiser le patient. Et oui, on oublie parce que nous, c'est pas ça. Mais une fois qu'ils ont la réquisition du parquet civil, qui leur demande d'aller rencontrer le patient à tel endroit, chez lui, à l'hôpital, etc., le médecin expert a 3 mois pour le faire. Et il a ensuite 3 mois pour rendre son expertise. Donc, ça peut être super long. Ça peut mettre beaucoup plus de 3 mois. Ça peut être 6-9 mois. Nous, en moyenne, voilà, parce que ça va assez vite, ça met à peu près 3 mois. Et puis, nous, le patient est à disposition. Il y a des fois où, quand le patient rentre à la maison, il n'ouvre pas au médecin expert. Et ça aussi, ça peut poser problème. Et une dernière diapo, et ensuite toutes les questions que vous voulez. Sur la levée des mesures, on en a déjà discuté, mais je vais peut-être te laisser la parole, 5 ans. La mesure est à 5 ans et ça peut être levé au bout de 5 ans ou bien avant. Le patient, à la demande du patient ou de sa famille, mais dans ce cas-là, il faut fournir un certificat médical attestant que la situation a changé. Et ça peut être voilà, la demande de l'intéressé d'un proche du médecin traitant. Et bien sûr, c'est à envoyer au juge des contentieux de la protection qui décide par la suite si la mesure doit être levée, modulée ou pas changée du tout. Voilà. Et c'est déjà arrivé, effectivement, que des patients sous tutelle se retrouvent sans rien, puisque la mesure a été levée. Et voilà pour notre présentation. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laure est là pour vous répondre. Je fais peut-être un peu de même. Je vais me faire le porte-parole des 3 questions qui apparaissent dans le chat. S'il n'y a pas d'acte intégral, s'il n'y a pas l'acte intégral, pardon, à qui le demander? Le dernier cas de figure. Quand on fait quand on fait un signalement au parquet, il faut savoir que c'est le parquet civil derrière qui monte le dossier. Donc, le but, c'est de leur donner le max de documents possible. Si on n'a pas, on leur transmet simplement la carte d'identité, ça qui est par contre obligatoire. Et eux, ils ont des pouvoirs que nous, on n'a pas et ils peuvent obtenir les extraits d'actes de naissance. Sinon, nous, on peut les demander. Nous, pauvres assistantes sociales, voilà, on peut le demander aux mairies. Ce que je fais moi, c'est que je le demande aux mairies en joignant un bulletin d'hospitalisation et en indiquant voilà, qu'on fait des démarches pour le patient et s'ils peuvent me le transmettre, ça marche de manière régulière. Après, s'il y a un peu de famille, il faut surtout que ce soit la famille qui en fasse la demande parce que c'est eux
C'est plus simple pour eux. Si on n'arrive pas à avoir l'acte intégral, parce qu'il faut quand même le nom des parents, etc., au moins avoir juste un extrait d'acte de naissance, et bon, en expliquant avec un petit mot la difficulté qu'on peut rencontrer à avoir le bon document. Et normalement, ça passe. Ok. Si je comprends bien, après un signalement par un travailleur social, le parquet peut demander une évaluation d'un médecin expert. Oui, c'est pour ça, et essentiellement, qu'on fait les signalements pour les majeurs vulnérables. C'est pour demander, nous, on envoie nos inquiétudes et nos craintes. On explique qu'on souhaiterait qu'il y ait un médecin expert qui passe pour justement soit aller dans notre sens, soit au contraire, voilà, pas du tout, parce qu'on peut se tromper. C'est rare, mais on peut se tromper. Et dans ce cas-là, oui, il réquisitionne un médecin expert. Voilà. En fait, si moi j'appelle un médecin expert, c'est pas du tout contre les médecins experts et je comprends que tout travail mérite salaire, mais si moi je les appelle en leur expliquant il est sur nos lits, il n'a pas un rond, il va pas vous payer, bon, comment vous dire qu'ils vont peut-être pas courir pour venir expertiser monsieur. Par contre, s'ils sont réquisitionnés, un, ils n'ont pas vraiment le choix, et de deux, ils sont sûrs, malgré tout, même si ça prend du temps, d'être financés. Voilà. Après, c'est pour ça que ça on fonctionne comme ça, parce que c'est difficile. Donc déjà, ils ont du travail, parce qu'ils ne font pas que médecins experts dans la vie, généralement. Et en plus, bon, ben voilà, si c'est compliqué pour le financement, au moins avec le parquet, ils sont sûrs d'être financés. Une autre question, si une personne est en attente de droit d'asile, par exemple, est-ce qu'elle peut demander une mesure de protection? Oui, on peut placer sous mesure de protection une personne, même si elle n'est pas française. Ça, c'est possible. Oui. Alors, c'est toujours pareil, c'est long, mais oui, ça peut. Peu importe son type de séjour. Non, ouais. Et quelqu'un qui n'en a pas. Alors après, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Mais il y a un extrait d'acte de naissance traduit. Il faut essayer de trouver. Il faut un papier d'identité forcément, quand même. Et après, c'est l'expertise médicale qui risque d'être un peu compliquée. Il va falloir un interprète, il va falloir parce qu'il faut quand même que le médecin expert évalue. Donc s'ils ne se comprennent pas, ça va être compliqué. Mais oui. Avec l'interprète. Avec l'interprète, oui. Ça Oui. peut se faire. Oui. On a déjà mis sous mesure de protection une patiente justement parce que sa famille était pas là, ou avait baissé complètement les bras et donc lâché tout, et on l'a mis sous mesure de protection pour finaliser les démarches de titre de séjour, de demande de titre de séjour, qui étaient nécessaires pour le placement en EHPAD et le reste. S'il y a d'autres questions, je vais rouvrir le micro, comme ça vous pouvez vous exprimer. Allez-y, Madame Vignot. Oui, juste une remarque et une question en suivant qui est plutôt dans le cadre éthique que le médecin a aussi un peu évoqué en début d'intervention. C'est vrai que le fait de pouvoir s'adresser à une autorité légale, alors c'est pas qu'on se, comment dire, qu'on botte en touche, mais ça nous permet aussi quand même de replacer les questions d'éthique au bon endroit, je dirais. C'est un outil important pour nous dans la prise de décision. Elle est concertée et elle fait appel à une autorité républicaine, légale, voilà, qui est plus dans notre prise de décision isolée, quoi. Ça, c'est la première chose. Et donc, comment dire, par extension, moi je me pose souvent la question du secret professionnel dans ce cas-là. Comment vous l'envisagez, comment vous le mettez en exercice sur des cas. Alors, j'ai bien compris que vous aviez des cas très particuliers au PUM, hein, où des gens sont en véritable danger, c'est avéré à la fois sur le plan médical. Voilà, c'est une question de vie ou de mort, il faut dire les choses comme elles sont. Ce n'est pas toujours le cas pour nous, on n'a pas toujours cette notion, on a une notion de vulnérabilité, mais pas forcément d'un danger imminent, et parfois on a du mal à voilà, et souligner que parfois le juge ne prononce pas de mesure parce qu'il peut considérer que la mesure peut être plus violente que le risque est supérieur au bénéfice. Est-ce que ma question n'est pas trop confuse?
Oui, oui, on a bien entendu. Alors, c'est vrai, ce que vous soulevez, c'est qu'il y a deux choses. Les cas cliniques qu'on a présentés ici, bon, étaient pas caricaturaux, puisqu'encore une fois, c'est des vrais cas cliniques et ça nous arrive régulièrement. Mais si vous voulez, il y avait un peu d'hésitation quant à la mesure de protection, quant à la nécessité de mettre en place cette protection-là. J'allais dire, toutes les mesures, toutes les demandes qu'on a faites de mise en place des mesures de protection ont abouti. Mais c'est vrai que dans des situations qui sont peut-être moins extrêmes et avec des patients qui sont peut-être moins vulnérables ou moins altérés sur le plan cognitif, sur le plan psychiatrique, avec un jugement un peu moins altéré, la question se pose et je pense que ce que je disais au début, il faut toujours, mieux vaut faire une demande un peu excessive en disant, voilà, moi je pense que, et je m'en remets au juge pour prendre la décision, plutôt que de s'abstenir de la faire en n'étant pas sûr. Personne ne pourra vous reprocher d'avoir demandé une mesure de protection juridique et que finalement elle ne soit pas accordée par le juge. Personne ne vous blâmera d'avoir fait ça. Et ensuite, la deuxième question, c'était sur le plan du secret médical. Bon, on fait attention, on fait attention aux informations et à qui on envoie ces informations-là. Quand c'est comme la dérogation d'âge transmis à un médecin, on peut donner bien sûr des informations médicales. Quand c'est un certificat plus général, on insiste sur la mise en danger, sur la vulnérabilité. Il y a des termes généraux qui ne trahissent pas le secret médical, mais qui sont suffisamment forts et explicites pour justifier la mesure de protection. Voilà, et comme vous l'avez vu dans les certificats ou dans les termes que j'ai employés, ça reste général. Et voilà. Et puis après, il faut toujours se dire qu'on fait toujours ça dans l'intérêt du patient et dans le but de le protéger. Donc ça permet un peu de se rassurer sur ce genre de choses. Merci pour Après, ces ça nous réponses. est déjà arrivé. Ça nous arrive rarement, mais ça nous est déjà arrivé de faire un signalement parce qu'on estimait que la patiente, pour nous, nécessitait un placement en EHPAD et une mesure de protection type tutelle. Et quand l'expert est passé, il l'a refusé. C'était une curatelle toute simple qui était demandée. Et pour lui, le maintien au domicile était possible. Oui, parce Donc, que il y a faire. aussi le fait que, alors nous, c'est un peu particulier, encore une fois, c'est des patients hospitalisés qui arrivent dans des états souvent dramatiques aux urgences et au bout d'une vingtaine de jours d'hospitalisation, ils sont transformés. C'est vraiment, alors on aimerait si le secret médical pouvait nous le permettre, les filmer au début parce qu'ils ne nous croient pas quand on leur raconte l'état dans lequel ils sont arrivés, à la fois la confusion, l'état de délabrement physique et psychologique, etc. Et quand on les voit 20 jours après, c'est pas du tout les mêmes. Et c'est sûr que quand l'expert arrive 20 jours après l'admission, il voit une autre personne. Et on a du mal même à convaincre l'expert de l'état de santé à l'admission, que le patient ne croit pas, c'est une chose, et que l'expert émette des doutes aussi, ça c'est un peu plus compliqué. Mais en principe, on arrive voilà, une fois par an à peu près, on arrive à justifier notre démarche. Mais c'est vrai qu'on leur fait beaucoup de bien quand ils sont hospitalisés et encore une fois, ils sont transformés en fin d'hospitalisation. Donc, c'est souvent plus difficile à comprendre la mesure de protection quand on voit le patient qu'à la fin de l'hospitalisation. Merci. Ça résonne à une autre question. Justement, s'il y a un signalement qui ne donne pas lieu à une mesure, est-ce qu'il y a un délai pour refaire un nouveau signalement? Non, vous pouvez refaire un nouveau. Après, chaque signalement amène une nouvelle expertise, et une nouvelle expertise amène un financement, par contre. Donc peut-être que pour le coup, au deuxième signalement, s'il est un peu trop proche, le médecin, le parquet civil ne validera pas la réquisition de médecin expert. Il ne validera pas de refinancer une deuxième fois. Après, c'est important dans les signalements de vraiment noter pourquoi vous demandez plutôt au parquet civil qu'à la famille, parce que ça a pu m'arriver de mal spécifier ou de pas bien m'exprimer peut-être dans un signalement et du coup me voir le signalement refusé, donc l'expertise refusée parce qu'il y avait de la famille. Et j'avais pas bien expliqué, je m'étais mal exprimée, la famille était vraiment contre, se disputait et voilà, nouveau signalement et ça a été validé. Mais voilà, c'est important de vraiment
détailler le pourquoi et les conditions de vie du patient et de son entourage, etc. Après, il vaut mieux, à mon sens, hein, faire un signalement qui, tant pis, n'aboutit pas, peut-être, mais au moins on aura pu porter voilà, ses inquiétudes et c'est aussi du travail. Voilà, quand il viendra à l'hôpital, les démarches auront pu être aussi débutées et on pourra travailler en partenariat. Voilà. Après, ils prennent en compte les signalements qui ont pu être faits. Oui, moi, quand Préalable, j'en est-ce que fais, ça tout à rentre fait. justement Oui, dans le- oui, oui, oui. Moi, quand j'en fais, si des signalements précédents ont été faits, je le note. Ça fait suite aux 2 signalements, 3 signalements, ça arrive aussi, hein, 3 signalements qui ont déjà été effectués, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, il y a eu tant d'hospitalisations depuis. Pas d'autres questions? Au vu des délais, ne faut-il pas d'abord faire une sauvegarde, puis un signalement? Non, au vu des délais. En fait, si vous voulez, quand on fait le signalement, l'expertise, etc., le tout est envoyé au parquet civil, tout ficelé, qui vérifie et qui l'envoie au juge des contentieux. Dans la majeure partie des cas, pour que ça aille plus vite, tous les 3 mois, il va nommer un mandataire spécial en urgence. Donc, le patient va, dans un premier temps, même si on a demandé la tutelle, va être placé sous sauvegarde de justice pendant les 3 mois, ce qui va permettre au mandataire de faire vraiment les premières démarches en urgence et puis de rendre son rapport au juge des contentieux pour indiquer que oui, on avait raison ou non, on avait tort et que voilà, il faut vraiment nommer une tutelle, etc. Donc, au final, si on passe d'abord par la sauvegarde puis le signalement, ça ira pas plus vite. On peut faire le signalement, le médecin expert est réquisitionné très rapidement. Après, généralement, quand le médecin expert est réquisitionné, on vous donne le nom du médecin expert, ce qui permet que vous puissiez l'appeler pour échanger directement et essayer d'insister sur l'urgence pour qu'il ne se déplace pas dans les 3 mois, mais assez rapidement, si son emploi du temps lui permet. Et de suite après, en fait, comme c'est très très long, une mesure de protection, le juge nomme dans 9 cas sur 10, une sauvegarde de justice suite à notre dossier et nomme un mandataire. Donc les premières démarches urgentes peuvent être faites le temps que le juge en fait rattrape son retard sur le traitement des dossiers et nomme la bonne mesure de protection du coup. Pas d'autres questions? Bon, il me semble qu'on va pouvoir clôturer cette séquence, cette formation flash. Merci beaucoup à Laure et à Marc. En tout cas, merci pour vos réponses, merci pour votre temps. Et puis, on vous rappelle que du coup, on disposera donc de la présentation qui vous sera envoyée, du replay, et puis on essaiera de faire une extraction des questions-réponses dans le chat. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et bonne fin de journée.